Bienvenue à vous dans cette émission Évaluation. Pour aujourd'hui, un invité, c'est un habitué d'ailleurs de la télé. Beaucoup les connaissent. Il est de la société civile. Lui, c'est Christopher Ngoy qui est aujourd'hui notre invité. Avec lui, dans Évaluation, on va évaluer d'abord son travail dans la société civile. Qu'aujourd'hui, il est PCA, président du conseil d'administration de la Congolaise de Voies Maritimes. Comment il arrive à concilier les deux à la fois? Est-ce que c'était une manière pour les gouvernements ou le président de la République de les faire taire, puisqu'il faisait bien en tout cas son travail? On en parle dans cette émission Évaluation. Bonjour Monsieur Christopher et merci d'avoir accepté notre invitation, mais surtout merci de nous avoir reçus chez vous ici. Bonjour Madame, c'est un réel plaisir de vous voir, de vous avoir dans notre modeste installation. Voilà, Monsieur Christopher, si aujourd'hui on vous demandait de vous présenter, comment vous le feriez? Bon, c'est simple, Congolais, bon, je ne dirais pas de père et de mère. Né à Lubumbashi, ingénieur de formation, président de la coordination des synergies Congo Culture et Développement Humain, coordonnateur général de la société civile de la RDC, coordonnateur national de l'Alliance des forces sociales, coordonnateur adjoint des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS, défenseur des droits humains. Allié à l'UDPS. Oui. Voilà. Vous êtes aujourd'hui PCA, ici à la Congolaise de Voies Maritimes. Vous êtes également président, coordonnateur ou coordonnateur général de la société civile de la République démocratique du Congo. Comment arrivez-vous à concilier les deux? Bon, du point de vue programme, je preste à la CVM chaque lundi, mercredi et vendredi de la semaine. À la société civile, je preste mardi, jeudi et samedi. Ça, c'était ce qui est statique. Mais je peux être à la CVM pendant un temps et puis courir vite vers la société civile s'il y a une urgence. Vice-versa. C'est pour dire que j'arrive à assumer et à concilier les deux. Il n'y a pas d'entrave jusqu'à présent. Assumer à concilier les deux. Aujourd'hui, en tant que société civile, parlez-nous de votre mission. Est-ce que par rapport à vos missions que vous avez au niveau de la société civile, vous êtes à même aujourd'hui à bien le faire? Oui, j'arrive à bien le faire et vous savez, dans tout travail, il faut compter sur les collaborateurs et puis savoir aussi décentraliser. Et aujourd'hui, il y a au sein de la société civile des responsables, c'est-à-dire des acteurs accomplis, qui savent ce qu'ils doivent faire et qui font très bien leur travail. Et ça me donne un peu de répit, le temps nécessaire pour faire autre chose. Et je crois qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. En tant que société civile, c'est quoi votre mission? Ma mission en tant que coordonnateur, c'est de coordonner. Excusez-moi la tautologie. C'est de faire ou d'élaborer la vision. C'est de me mettre toujours au centre de la prospective. C'est-à-dire maîtriser le passé, le présent, et puis supputer l'avenir pour définir ce que la société souhaite et dans quelle direction elle peut aller, ou elle doit aller. Et c'est ça notre rôle. De veiller maintenant à ce que les grandes décisions qui sont prises au niveau de l'implémentation, qu'on respecte cette prospective, qui est un exercice permanent. Aujourd'hui, vous êtes PCA. Est-ce que vous êtes à même de bien faire cette mission? C'est-à-dire, quand j'insiste là-dessus, oui, c'est pour savoir, parce qu'il y a déjà des gens qui disent qu'on vous a donné ces postes pour vous faire taire. Est-ce vrai par rapport à ceux-là qui disent cela? Est-ce que vous serez capable de suivre de près
le travaux ou bien c'est que le gouvernement ordonne? Est-ce que vous arriverez à mieux faire les choses? Est-ce que vous serez au milieu? Je serai au milieu parce que je suis mandataire dans une entreprise commerciale. Je suis mandataire non actif. Cela me donne la latitude d'exercer toutes mes libertés, d'exercer d'autres activités sans contrainte. Je ne suis pas mandataire actif. Donc, je crois que, même en me nommant à ce poste, dire qu'on m'a ceinturé ou on m'a fermé la bouche. Non, je continue à parler. Je suis dans les médias et je m'exprime. Je m'exprime comme toujours. Ouais. Vous vous exprimez comme toujours. Ici, vous êtes PCA, président du conseil d'administration. Aujourd'hui, parlez-nous de votre mission en tant que PCA. Quelle a été la mission dont le président de la République vous a confiée en tant que président du conseil d'administration? C'est presque la même mission que la société civile, mais ici, c'est dans une entité beaucoup plus réduite, avec un objet spécifique. Tandis que dans la société civile, on a un objet large. Bon, ici, la CVM a son objet, qui est bien circonscrit dans ses textes, et ma mission reste également la prospective. Parce que je dois, après avoir maîtrisé l'histoire de la société, comment elle a évolué, bon, et je dois également maîtriser son présent. Son patrimoine actuel, et ses états financiers et tout le reste, et afin de pouvoir donner des orientations. Je suis un organe d'orientation, je suis un organe de contrôle, pour voir si le travail est bien fait. C'est ça ma mission en 2 mots. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, le passeport devient pratiquement luxueux. Vous êtes le président de la coordination de la société civile de la République démocratique du Congo. Votre regard sur cette situation? Qu'est-ce qui devient luxueux? Le passeport. Pour avoir un passeport, ça devient très compliqué. Bon, moi, je trouve qu'il faut regarder du côté des commissionnaires et d'intervenants. C'est une pratique qu'il faut vraiment interdire parce qu'il y a trop d'intermédiaires pour arriver à obtenir, à arracher un passeport. Et cela implique qu'on sort même du prix officiel et on va au-delà, vraiment au-delà. Et pourtant, c'est possible avec le système tel qu'il a été pensé, avec des guichets où tout le monde, tous les requérants pourraient accéder facilement, et avec un circuit qui était on est plus transparent, mais malheureusement, il se crée des zones d'ombre. Et c'est dans ces zones d'ombre qu'elles s'incrustent les différents intervenants. Quelles sont ces zones d'ombre? Très souvent, on nous dit là où il faut faire la prévision, savoir que les Congolais aiment beaucoup voyager et imprimer des passeports à un rythme régulier et en avoir en stock des quantités réelles pour répondre à tout besoin, à toute éventualité. Mais malheureusement, on n'en imprime pas beaucoup. Pourtant, c'est aussi une source d'entrée pour le trésor public. On devrait en imprimer en grande quantité et faire en sorte que le schéma, le circuit pour attraper le passeport soit écourté. Ça c'est faisable, c'était même pensé ainsi. Bon, mais malheureusement, il y a des chambres noires, des zones d'ombre, vous venez, on vous dit maintenant là, s'il n'y a pas quelqu'un qui suit, s'il n'y a pas un réseau, il s'est créé des réseaux. S'il n'y a pas un réseau qui a des entrées, par exemple, à l'ANER, qui va suivre là-bas, ainsi de suite, alors vous ne pouvez pas attraper votre passeport à temps. Et comme les gens sont toujours pressés,
Voilà qu'il recourt à ce genre de circuits. Et ces circuits-là, ou ces réseaux-là, s'institutionnalisent, deviennent presque officiels. Sinon, on se demanderait comment ces gens-là, que ce soit eux qui apportent chaque jour les demandes de passeport au même bureau, et tous les jours, il n'y a que eux qui amènent, et on ne voit pas les requérants eux-mêmes. Sinon, on pouvait s'inquiéter pour dire non, non, non. Peut-être vous êtes venu solliciter votre propre passeport. Si ce n'est pas le cas, alors qu'on ne vous voit plus ici. Nous voulons voir les requérants eux-mêmes dans le circuit de traitement et faire en sorte que le circuit de traitement soit également écourté. Parce qu'à toutes les étapes, il y a des gens qui attendent qu'on leur graisse la patte comme ça. Et si c'est une certitude qu'il faut poser, ils la posent et puis ils laissent passer. Et qui sont promptes à se livrer à un tel jeu, c'est des gens qui sont déjà dans des réseaux, qui savent que non, ici on donne autant, là-bas il faut donner autant, là-bas il faut donner autant, et ces gens sont mieux servis. Et si vous sortez du réseau, vous voulez suivre vous-même le processus, vous allez voir que vous vous rendez compte que ça serait très compliqué. Mais Président, il ne se pose pas seulement le problème des réseaux, il y a également un problème. Des fois, on nous dit qu'il y a un problème d'encre. Des fois, il faut attendre les papiers qui doivent venir d'ailleurs. Des fois, il faut attendre les timbres. Aujourd'hui, le matin, on nous a dit que ces derniers temps, ils n'ont pas de courant et qu'on sort. N'est-ce pas là une honte pour un si grand pays comme la République démocratique du Congo? Ce sont des manquements qui procèdent du manque de volonté. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est agent de l'État, lorsqu'on travaille pour l'État, on doit comprendre, c'est comme quelqu'un qui travaille pour Dieu directement, au ciel, là où siègent les anges et les archanges. Et c'est comme ça qu'on devait considérer l'État. On devait considérer l'État comme Dieu. Quand tu accèdes à une responsabilité publique, tu dois considérer que tu accèdes à la plus haute responsabilité qui puisse exister. Et, de ce fait, à tous les niveaux, faire en sorte que la machine puisse très bien fonctionner parce qu'il s'agit de l'État. Il s'agit des biens publics. Mais vous trouverez aujourd'hui, on s'est habitué, on trouve maintenant normal qu'on peut être dans un bureau au ministère des Affaires étrangères, et puis le courant peut partir, les gens trouvent ça normal. Et nous sommes en train de perdre les normes. Aujourd'hui, le plus grand malheur que nous avons, c'est le fait de sortir ou de ne plus intégrer les normes au quotidien de notre existence, de ne plus intégrer les normes dans le travail que nous faisons. Et nous pratiquons ce qu'on appelle l'amour de l'ordre indifférencié. Le Congolais vous dira, ah, Ezalakate. C'est ça sa référence. Ezalakate. Mais on se réfère à quoi? Alors que ce sont des normes qui guident la société ou le monde. Et ces normes, même quand vous arrivez à des endroits, à des sociétés modernes aujourd'hui, vous devez être identifié, on doit identifier les normes auxquelles vous vous faites allusion, auxquelles vous vous reposez, sur lesquelles vous vous reposez. Et c'est cela qui détermine la grandeur de la société. Aujourd'hui, lorsque vous sortez avec votre voiture sur la route, vous avez d'abord les chauffeurs qui n'ont plus de permis de conduire. Depuis un bon bout de temps. Depuis un bon bout de temps, on vous dit qu'il n'y a pas de permis de conduire. C'est-à-dire, n'importe qui peut conduire. N'importe qui, c'est-à-dire, voudrait dire, vous pouvez ne pas maîtriser le code de la route, mais il suffit seulement de savoir manier le véhicule, et puis vous pouvez sortir sur la route, et sans voir l'aspect, l'exposition des vies humaines. Et pour ceux qui conduisent, ou pour les autres usagers de la route. C'est très dangereux. Mais on trouve que c'est devenu normal. Qu'on soit dans une société où il n'y a pas de permis de conduire, ça devient normal. Et vous trouvez que le code de la route n'est pas respecté, ça devient normal. Et c'est pourquoi, même lorsque nous nous plaignons pour les embouteillages qui bloquent partout, c'est tout simplement parce que on ne suit pas, on est sorti des normes. Le code de la route n'est pas suivi. La priorité à gauche n'est pas suivie, tout le monde vous dit tiens Moutubakata. Donc qui a priorité, qui n'a pas, on ne connaît plus. Donc chacun s'engage et ça crée des embouteillages. Vous avez les motards, aujourd'hui qui ne suivent pas le code de la route.
qui ne suivent pas. Chacun peut entrer sur la route, il n'a rien à voir avec le code de la route. Ils vont dans tous les sens. Les sens interdits, eux, ils abordent ces sens-là. Même les passagers qu'ils transportent, ils trouvent que c'est normal. Ils peuvent aller dans des sens contraires. Ce n'est pas un problème. Alors, nous sommes dans une société maintenant où n'importe qui fait tout ce qu'il veut. Dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire pour réguler justement ces secteurs-là? Nous devons instaurer les normes. Et les normes, on a beau dire ou parler de changement de mentalité. Les normes s'imposent. Il faut imposer les normes. Il faut imposer le respect des normes. Les codes de la route, par exemple, les différents codes, ça s'impose. On ne demande pas aux gens d'eux-mêmes de pouvoir les respecter. Aujourd'hui, lorsqu'un Congolais quitte la RDC, il va par exemple au Canada, même s'il est venu d'un village où il n'a jamais utilisé ni roulé, ni marché sur une route, tout ce que vous voulez, mais il va se résigner à suivre l'ordre qui est établi là-bas. S'il ne le fait pas, il est arrêté, il est passible d'une lourde amende, et le fait de payer l'amende, il prend la résignation de la décision de ne plus recommencer. Il va se soumettre aux normes. C'est alors que la société vit correctement. Mais ici, chez nous, les amendes transactionnelles entrent dans les poches des roulages, ce n'est même pas des amendes comme telles. Elles sont confondues entre pourboire et Madé Swabana ou amende et tout ça. Donc notre société tolère maintenant cela. Et comment en sortir? Il faut créer une nouvelle classe. Par exemple, pour ce qui concerne la route, il faut recycler des nouveaux aiguilleurs de la route, c'est-à-dire des roulages. Cette classe-là pourrie, il faut la mettre de côté, les affecter à autre chose. Il faut former, il y a des jeunes qui terminent dans nos universités ici, qui ne font rien, ou qui n'ont pas d'embauche. On peut les prendre parce qu'ils ont quand même la jugeote. Ils ont étudié. Ils peuvent comprendre les choses facilement et le bien fondé des choses. Les prendre, autant on recrute pour la police, pour l'armée, on peut aussi recruter pour la police, disais-je, et on forme ces gens-là en leur montrant quelles sont les normes qu'il faudrait à tout prix respecter, et ces normes-là doivent être imposées. Quiconque n'obtempère pas, il doit subir la rigueur. Et cela peut changer, ne serait-ce qu'au niveau de la circulation routière. On l'a fait avec l'IGF aujourd'hui. Nous avons l'IGF dans nos entreprises. Presque tout le monde se conforme. Tout le monde se conforme parce que personne ne veut aller en prison. Mais si on avait procédé par dire aux mandataires ne volez pas, nous vous supplions, il ne faut pas voler, mais ils s'en moquaient. Mais aujourd'hui, quand ils savent que si vous essayez qu'on met la main sur vous, c'est directement la porte de la prison qui s'ouvre, alors les gens respectent. Donc, il faudrait restaurer les normes et puis les imposer. La question des élections, comment jugez-vous le processus électoral en République démocratique du Congo? Bon, écoutez, le processus électoral, moi je pense qu'il est acceptable. Il est acceptable. Oui, il est acceptable. Il y a eu des assignations, il y a eu des contraintes, et pour la plupart des contraintes, elles ont été surmontées, et les assignations pour la plupart ont été atteintes, et je crois que plus rien n'entrave la tenue et l'organisation des élections dans le délai. Et il n'y a que nous, électeurs, d'ailleurs, nous nous sommes prêtés à l'exercice au regard de l'afflux qu'il y a eu lors de l'enrôlement, qui s'est très bien déroulé, bien qu'un mot d'ordre a été donné quelque part de ne pas pouvoir s'enrôler, mais le peuple, dans son écrasante majorité, n'a pas suivi ce mot d'ordre. Vous allez voir qu'il y a eu également engouement au niveau du dépôt des candidatures. À la députation nationale, il y a plus de 20 000 candidats pour 500 postes seulement au Parlement. Alors, vous direz également le même engouement à la députation provinciale, sauf
en ce qui concerne les municipalités, les conseils municipaux, ou la société. Nous, les acteurs sociaux-politiques, n'avons pas beaucoup vulgarisé les missions qui incombent aux conseillers provinciaux et le travail qu'ils doivent accomplir. Et ça n'a pas été très bien intégré dans la conscience des Congolais, ce qui a fait que, et je peux aussi dire que l'exigence ou les cautions qui ont été appliquées n'étaient pas à la portée du petit peuple. Et j'ai vu que la CENI ou le Parlement, ils ont dû revoir les choses autrement. Donc, et avec le temps, je crois qu'il nous incombe à nous la mission de faire comprendre à la population l'importance de garantir la présence de l'État. La présence de l'État s'est traduite par tous ces responsables-là, les conseillers communaux, qui œuvrent dans des petites entités administratives, qui gèrent nos rues, qui gèrent nos quartiers, et c'est ça la réelle présence de l'État. C'est la réelle présence de l'État. Mais il faudrait qu'on y travaille, et le gouvernement doit mettre les moyens, et nous, les acteurs sociaux, nous devons également prendre conscience de la nécessité de travailler sur... Monsieur Christopher, à 4 mois des élections, l'inquiétude persiste sur la fiabilité du processus. Vous n'avez pas peur à l'horizon par rapport aux résultats? Est-ce que cela n'aurait pas des conséquences néfastes, bien que nous savons que après toute élection, il y a eu toujours quelques groupes de gens qui sont toujours contre ces résultats-là. Mais pour limiter les dégâts, n'est-ce pas qu'il fallait, ou la CENI, le président de la CENI, accepte quand même qu'on puisse réviser comme les démons les CC et l'Église catholique? Est-ce qu'il ne devait pas accepter quand même qu'on puisse révisiter le fichier électoral? Madame, moi je ne comprends pas. Le fichier électoral, il a été tout simplement actualisé. C'est-à-dire qu'il y a eu un ancien fichier. Ceux qui avaient constitué cet ancien fichier-là, ils sont vivants jusqu'à aujourd'hui. Et ils doivent détenir également des éléments sur cet ancien fichier. C'est cet ancien fichier-là qui a été actualisé. Avec l'opération d'enrôlement et tout. Donc, on a consisté tout simplement à actualiser ce fichier-là. Et moi, je me rappelle quand je suis allé pour me faire enrôler, et en tapant seulement mon nom, ils ont vu tout le reste. C'était dans le fichier. C'est dans le fichier. C'est-à-dire, ils ont actualisé ce fichier. Ça, c'est d'abord de 1. Moi, j'ai été à la CENI à 2 reprises, lors des journées portes ouvertes, lors des échanges avec les équipes de la CENI. Et chacun avait la latitude d'aller voir, d'aller se rendre compte de ce qui s'est fait, de poser des questions. Mais il y a des institutions. Ce sont des entités privées. Les églises sont des entités privées. Mais qui veulent s'ériger en censeurs. Qui accompagnent l'État. Non, au contraire. Au contraire. Mais qui veulent s'ériger en censeurs. Moi, je suis catholique. Pratiquant. Pratiquant. En toute sincérité et sincère, disais-je. Mais je ne suis pas d'accord qu'il y ait certains membres de notre Église, pour des intérêts, parce que tout se voit. On voit leur fréquentation, on voit leur penchant, on voit tout, et je n'admettrai pas qu'il y ait des membres de l'Église qui étalent certains penchants. Au nom de la tranquillité. Non, quelle tranquillité, madame. Rassurez-vous, si on n'arrive pas à organiser des élections dans le délai, ça sera une catastrophe, ça sera un chaos. Les mêmes là vont dire, voilà, vous n'avez pas organisé dans le délai, et ils peuvent nous ramener dans un chaos. On a connu ça. Pour qu'on arrive à organiser Sun City et qu'on s'inscrive dans le cheminement démocratique, il a fallu beaucoup de sang. Il a fallu beaucoup de temps et de moyens. Et pourquoi les gens sont toujours enclins à vouloir nous emmener dans le vide, c'est-à-dire à sortir du schéma constitutionnel, chaque fois dire organisons des... Moi j'étais au dialogue Lacenco,
je peux vous dire, sans me gêner, que notre organisation, pourquoi? Parce que nous étions allés vers les élections dans le contexte qui était le nôtre. Moi, j'ai sauté de la prison. J'avais une lecture alors réelle des différentes fluctuations sur terrain. Et c'était un danger. C'est nous qui avions pensé inviter les gens de la majorité présidentielle de l'époque, les gens du rassemblement et autres autour d'une table. On devait organiser un atelier au centre Carter. Et sous la modération, nous avions choisi un prêtre ou un groupe de prêtres de la congrégation Oblat. Ici, je me permets de citer Père Prosper Njoli. On avait voulu qu'eux fassent la modération et j'avais appelé M. Alain Atundu pour lui demander, je pense qu'il était porte-parole de notre camp, s'il pouvait accepter avec ses amis de venir à ces forums-là. Et j'avais vu le président Tshisekedi Etienne. J'avais discuté avec lui, avec un mémoire en main, sur l'opportunité d'organiser un forum pareil. On avait longuement échangé, c'est alors qu'il avait donné son avis favorable et il avait promis d'y envoyer les représentants ou les experts du RASOP. C'est quand l'autre camp, le camp de Kabila, parce que même M. Atoun me demandait ce que Tshisekedi est d'accord, je lui ai dit oui. Alors ils se sont dit, au lieu que cette histoire soit organisée par la société civile, sortons de ce cadre-là, allons voir l'Église catholique. C'est alors qu'ils sont allés voir l'Église catholique. Ils ont dit, voilà, organisez ça. Et l'Église a accepté. Mais le schéma, le format, c'était que nous l'avions conçu. C'est ainsi que, lorsque les évêques sont allés voir le docteur Etienne Tshisekedi, le président de l'UDPS et du RASOP, ils lui ont parlé de ça. Lui, il m'a appelé tout de suite. Après qu'il soit parti, il m'a appelé. Il me dira, voilà, les évêques sont venus ici, de ce qu'ils m'ont parlé, qu'ils sont en train de projeter, c'est pratiquement ce que toi, tu étais en train de vouloir organiser. Parce que j'ai ton mémo ici, j'en avais discuté avec les gens de l'autre bord, c'est parce qu'on aime ce pays. On ne voulait pas que le chaos s'installe. Et partir de là, parce que nous sommes allés à la Senko, moi, bien qu'on a signé l'accord de la Saint-Sylvestre, je suis de ceux qui étaient déçus de la manière dont on avait chuté. Parce que d'aucuns considéraient que c'était un travail que Kabila leur avait confié, et ils ont même dit ouvertement que c'est lui qui nous avait confié ce travail, et nous devons aller lui rendre compte. Et nous devions nous conformer beaucoup plus à ce qu'il voulait, à ce qu'il souhaitait à l'époque. C'est ainsi que le dialogue de la Saint-Sylvestre avait mal atterri, et ça c'est une mauvaise expérience. Vous avez la photo qui est sur le mur, là c'est le jour qu'on a signé. Voilà, c'était une mauvaise expérience en tout cas. Et on ne peut pas revenir encore sur ce genre de conciliabule où moi je suis mieux placé. Parce que j'étais... Même pas au nom de la paix, hein, qu'on ne revienne jamais. La paix c'est avec ce que le respect du délai constitutionnel. Le respect du délai constitutionnel. Président Christopher, il y a eu également une situation à Goma où les compatriotes congolais ont été tués par l'armée congolaise parce qu'ils réclamaient le départ de la MONUSCO. Vous, en tant que Congolais également, qu'est-ce que vous pourriez dire sur cette situation? Je regrette que des vies humaines aient été fauchées, qu'ils soient congolais ou pas. Mais quand on tue les gens, en tout cas, ça ne va pas. Je suis déçu, je regrette pour ça. Et je pense que des enquêtes très poussées, je dis bien très poussées, devraient être menées pour établir les responsabilités. Également, je voudrais souligner que, autant nous pleurons des Congolais qui ont été fauchés à Goma, au Rwanda, on est en train de pleurer les Rwandais que l'armée congolaise a exécutés à Goma.
Et là, je me trouve un peu dans l'embarras, stupéfait, en échangeant avec l'entourage de Kagame, même Kagame lui-même. Ils ont une méprise réelle des Congolais. Et ils appellent les Congolais bichouchou, c'est-à-dire bizengi. Pour eux, quel que soit le diplôme qu'un Congolais peut avoir, quel que soit le degré d'instruction, quel que soit l'argent, mais il reste Kizengi, c'est quelqu'un qu'on peut manipuler. Et ils s'adonnent aveuglément à la religion. Et si vous voulez les avoir, il faut leur parler, apporter la Bible et leur parler, et ils vont fermer les yeux pendant que vous serez en train d'opérer autre chose. Et il m'avait parlé beaucoup de ça, j'ai gardé dans ma tête. Et jusqu'à aujourd'hui, ces éléments-là m'ont permis à chaque fois d'observer la manière dont les Rwandais procèdent. Vous avez vu d'aucuns venir ici s'illustrer en pasteur. On ne sait pas où est-ce qu'ils ont allé, ils ont été faire la théologie, mais nous les avons vus réunir même les hommes politiques autour des assemblées des prières et tout ça, et s'ériger en choses, en moraliste. Alors qu'en dessous de ça, comment quelqu'un qui a la Bible, il peut... Alors, à Goma, ces gens-là ont été tués, pour la plupart, ils se réunissaient dans une église, entre guillemets. Pendant que l'armée est confrontée, l'armée a déjà circonscrit l'ennemi. L'armée est montée en puissance. Parce que lorsqu'on instaure l'état de siège, c'est une étape qui préfigure la guerre. Au cas où la situation ne redevient pas à la normale. C'est-à-dire, on instaure l'état de siège. Si les aspects ou l'aspect sécuritaire n'est pas maîtrisé pour que la situation redevienne à la normale, là, on passe à l'étape supérieure, c'est l'étape de la guerre. Et moi, je pense que notre armée est en train de travailler sur ça. C'est ainsi que dans notre dernier point de presse, le jeudi de la semaine passée, nous avons proposé que le président de la République, au niveau du gouvernement, puisse nommer un vice-ministre en charge de la guerre. Lui, il va s'occuper seulement de la guerre. Il va recruter tous les guerriers que nous avons dans notre armée. Un poste de plus, alors que ceux qui sont là, les Congolais demandent à ce qu'il y ait réduction non. de la taille. Moi, je suis un Congolais lucide et en même temps stratège. Aujourd'hui, dans la configuration de notre armée, la configuration actuelle de notre armée, on ne peut pas faire la guerre. Pourquoi? Parce que tout le monde s'accorde pour dire qu'on est infiltré. Et on n'a pas de mécanisme par lequel on peut arriver à exfiltrer tous ces infiltrés-là. On n'a pas ce mécanisme-là. Alors que pour faire la guerre, il faut d'abord les extirper. Ne pouvant pas aseptiser ce corps-là, alors il faudrait mettre en place un autre corps de sélection, où l'on va sélectionner des bons éléments, des éléments purs, des éléments dont on est sûr. On les met maintenant dans ce corps-là, et ce corps a une mission spécifique bien déterminée, avec des options, des directives et des personnes. Nous les avons, on a des guerriers dans ce pays, on a une histoire dans la guerre. Lorsqu'on parle d'un état de siège, c'est un état d'exception. C'est-à-dire, on passe à la gouvernance militaire. Les manifestations sont interdites. Il faudrait que nous, les dirigeants, nous les encadreurs des masses, nous puissions aider nos masses à comprendre certaines choses. Et voir un groupe s'est réveillé pour dire nous voulons chasser la MONUSCO, alors que la MONUSCO est dans un processus de désengagement avec le gouvernement congolais, qui est connu. Et au moment où on parle d'autre chose, mais un groupe s'élève pour dire non, nous voulons aller chasser la MONUSCO. C'est tout simplement, et ça ne serait pas une astuce pour tout simplement se rassembler et puis aller dans un mouvement à travers la ville, un mouvement qui peut se transformer en autre chose. Le processus de départ, là, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps et nous continuons à faire pression et il faudrait que le Conseil de sécurité comprenne aussi cela. Mais ce n'était pas une raison pour que, pendant qu'on est engagé dans la guerre, pendant que les véritables Wazalendo que nous connaissons sont à Massissi là-bas, sont donc déployés partout sur le terrain, et ils donnent du fil à retordre au M23 et même à l'armée rwandaise. Mais ces Wazalendo qui sont seulement cantonnés et dans une église à Goma,
Et il se réveille un matin pour dire que voilà, aujourd'hui, nous allons chasser la MONUSCO et il veut se déployer sur le terrain. Mais si, par mégarde, il s'est retrouvé en pleine ville, en plein exercice, tirant partout et s'en prenant même à l'armée, il y a déjà un policier qui a été tué, s'en prenant aux édifices, aux structures sécuritaires. Là, dans une guerre, le pire des scénarios, c'est de se retrouver déjà avec l'ennemi dans la cité. À ce moment-là, pour le déloger, on serait obligé de faire un réel carnage. Parce qu'on n'allait plus distinguer où est l'ennemi, où est la population. Vous serez obligé, soit vous vous repliez, vous abandonnez la cité, et ça tombe sous occupation, soit vous résistez, et là, vous tirez dans la masse. En tout cas, la dernière question. Si je ne posais pas cette question, la population risquerait de me lapider. La révision constitutionnelle, est-ce une nécessité aujourd'hui? Bon, écoutez, moi, je ne suis pas adepte des tabous. Hein. La Constitution, comme les lois, sont faites pour résoudre des problèmes. Si aujourd'hui on se trouve confronté à un problème réel, pourquoi ne pas la réviser? Voilà pourquoi ne pas la reviser. C'est la fin, donc, mesdames et messieurs, c'était votre émission Évaluation. On a parlé en tout cas de l'actualité avec M. Christopher Ngoy. Il est le président du conseil d'administration de la Congolaise des voies maritimes. Voilà, il est coordonnateur général de la société civile en République démocratique du Congo. Avec lui, on a balayé en tout cas l'actualité en RDC. Merci à vous en tout cas de nous avoir accordé en tout cas de votre temps pour répondre. C'est un privilège, un plaisir pour moi. Voilà, vous êtes candidat apparemment. Oui, je suis candidat. Voilà, il est candidat. Certainement, peut-être un jour, on en parlera en long et en large. Merci à vous. Oui, je peux quand même préciser que je suis candidat à la circonscription de Lukunga. Et puis, candidat dans ma commune à la députation provinciale, la commune de Barumbu. C'était pas interdit d'être à la fois... Non. Cette fois-ci, les habitants de Barumbu ont toujours été discriminés. C'est-à-dire, ils votent massivement. Mais malheureusement, étant que Barumbu a une petite démographie par rapport aux autres, on se retrouve toujours, on est sans candidat. Et cette fois-ci, Barumbu s'est dit, nous allons concentrer nos voix sur une personne et quelqu'un de sûr. Ils ont porté leur choix sur ma modeste personne. C'est la fin. À la prochaine occasion, avec un autre invité, certainement autour d'autres questions d'actualité. Bonsoir.